Donc je viens vous parler ce soir de l'Observatoire du droit à l'alimentation et à la nutrition dont je coordonne la publication. Donc l'Observatoire est publié par 16 organisations. FIAN est l'une d'elles seulement, mais le secrétariat qui s'occupe vraiment du travail concret sur la publication est situé au sein de FIAN. Donc moi je suis quand même fianiste, comme on dit, c'est même devenu un mot. Donc je vais vous parler un peu de FIAN. FIAN, ça tient pour Food First Information and Action Network. Comme Christophe l'a un peu expliqué, c'est un petit groupe d'étudiants de l'université d'Heidelberg en Allemagne qui a quitté Amnesty en disant il n'y a pas que les droits civils et politiques, il y a aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Nous, on veut lutter contre la faim avec cette approche des droits, et ils ont créé FIAN. On fête cette année les 25 ans de FIAN. On a sorti ce petit ouvrage que vous trouverez aussi sur la table, qui retrace un peu nos grands succès et puis l'évolution de l'organisation. C'est assez chouette ce qui s'est passé. Aujourd'hui, donc FIAN, c'est 14 sections dans le monde. Il y a plusieurs niveaux en fait. Il y a des sections. La section par exemple en Inde, qui est une des plus grandes qu'on a, à 6 chapitres dans différentes régions en Inde. Après, on a aussi des coordinations qui sont des groupements qui sont en phase de devenir des sections, mais c'est la première étape. Enfin, non, il y a encore l'étape de groupes seed group, ou qui sont des groupes. En fait, la démarche, c'est vraiment que des personnes dans les pays s'intéressent au travail de FIAN, veulent reproduire la même chose dans leur pays, se mettent ensemble et commencent à travailler selon nos objectifs. Donc il n'y a pas du tout d'expatriés ou de système comme ça. C'est vraiment une organisation basée sur les membres qui fonctionne un peu comme Amnesty. On a aussi le même système de campagne de lettres et d'action urgente pour des cas de violation qui nécessitent une réaction immédiate. On documente, on publie un document, on adresse ça aux autorités dans les pays et aussi aux instances des Nations Unies. Donc ça, c'est un peu le système de FIAN. On fonctionne selon un plan stratégique où il y a 5 programmes. Le premier, c'est quand même le renforcement institutionnel, parce que voilà, il y a beaucoup de nos sections qui fonctionnent encore avec des bénévoles. Donc c'est difficile d'avoir la même qualité de travail partout dans tous les pays, d'avoir vraiment une cohérence de l'organisation dans tous les pays pour avancer vraiment nos objectifs en commun. Donc ça, c'est quand même encore quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Le deuxième programme, c'est le travail de cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Dans les pays, on soutient la lutte des personnes qui subissent des violations du droit à l'alimentation. On les forme pour qu'ils puissent documenter ces violations et qu'ils puissent revendiquer leurs droits. Donc ça, c'est une grande partie de notre travail, vraiment le travail de cas où on suit une approche justement basée sur les droits qui regarde à tous les aspects que touche une situation, qui sont les victimes, comment ça s'est passé, qui est intervenu, est-ce que c'était la police, est-ce que c'était une milice privée, enfin tous ces détails-là qui comptent et qui font qu'on construit un cas solide qui après on peut porter devant les tribunaux. Ça, c'est une grande partie de notre travail. On a maintenant le programme 3 qui est l'accès aux ressources. Ça, c'est aux ressources naturelles, ça a toujours été le pilier du travail de FIAN. C'était l'accès à la terre, les mouvements paysans, leur lutte, les soutenir dans cette lutte-là. Ça reste quelque chose pour lequel on a beaucoup d'expertise. Le phénomène actuel d'accaparement de terre est une de nos thématiques principales. On lutte à plusieurs niveaux contre ce phénomène et ça reste quelque chose de très important. Là-dessus, ça rajoute bien sûr les semences, l'eau et les autres ressources naturelles, bien sûr. Le 4e programme est nouveau. On veut justement maintenant regarder cet aspect accès économique, donc tout ce débat sur le salaire minimum, sur le revenu minimum qu'on doit garantir aux personnes pour qu'elles puissent se procurer une alimentation adéquate, et l'aspect nutritionnel. Vraiment, on essaie de rapprocher l'aspect nutritionnel, la nutrition qui n'est donc pas juste l'alimentation, la nourriture, mais qui englobe les soins et la santé en général. Donc réunir un peu ces sujets-là en une seule approche. Et finalement, notre dernier programme dans lequel se situe l'Observatoire, c'est vraiment le monitoring et la responsabilisation. C'est-à-dire qu'on suit tout ce qui se passe au niveau international, qu'est-ce qui se décide à Rome, à la FAO par exemple, au Conseil des droits de l'homme,
et dans les pays, dans les instances aussi régionales, à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, à la Cour africaine aussi, et dans les pays, on fait des rapports, on aide la société civile à évaluer la situation du droit à l'alimentation dans ces pays-là. Donc on fait vraiment un monitoring de ce qui se passe. Je vous parle un peu de l'Observatoire. Donc ça c'est l'édition 2011 qui est sortie en octobre de l'année passée pour la Journée mondiale de l'alimentation. Donc on a 16 organisations qui travaillent sur cette publication. Je peux vous citer l'OMCT, le RAMDA qui est le réseau africain pour le droit à l'alimentation, Droit et démocratie au Canada, Brood für die Welt, un réseau de chrétiens en Allemagne, ICO qui est aussi un réseau d'églises aux Pays-Bas. On a l'Observatoire sur les desks à Barcelone, on a l'OMCT, on a le People Health Movement, le mouvement populaire pour la santé, on a aussi Habitat International. Enfin, c'est vraiment un réseau qui est présent dans toutes les régions, vraiment au niveau international. Et donc on travaille tous ensemble pour produire ce document. Donc la thématique de l'année passée, c'était revendiquer les droits humains, le défi de la responsabilisation. Donc ce terme responsabilisation, faut le comprendre selon le terme anglais de accountability, ça veut dire la reddition des comptes. Comment est-ce qu'on peut pousser les gouvernements qui, selon nous, ont des obligations à rendre des comptes et à mettre en œuvre leurs obligations. Pour nous, c'est vraiment le défi le plus important. Christophe en a parlé, le manque de volonté politique. Parce que voilà, on entend plein de belles déclarations, mais qu'est-ce qui se passe après finalement sur le terrain? Ben voilà, on voit que la situation ne s'améliore pas. Donc on est vraiment dans cette démarche de les montrer du doigt, de dire qu'ils ne font pas ce qu'il faut et puis qu'ils doivent maintenant vraiment se mettre en mouvement. Christophe a d'ailleurs participé à un des articles, l'article introductif de la publication, où il revient sur les questions d'accès à la justice, il détaille quelques cas aussi. Donc ça c'est vraiment très important de voir que voilà, la situation évolue quand même dans beaucoup de pays. Le cas du Brésil et le cas de l'Inde, c'est quand même assez emblématique, ça donne des idées. C'est aussi le but de cette publication, c'est de montrer dans différents pays, voilà, nous on a fait ça en Inde, est-ce que ça marcherait chez nous? On a fait ça au Brésil, enfin d'explorer les différentes stratégies, les stratégies qui marchent, celles qui marchent moins bien, suivant quel système on a. C'est un peu le but de cette publication.